Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel octogone. Là, je voulais ouvrir un petit peu sur de l'économie. On a une publication que je suivais dans le temps et que je vous recommande qui s'appelle Trends de Gérald Celente. Gérald Celente, c'est pas du tout une sponsor, je travaille pas avec eux, mais je les lisais dans le temps. Je vous dis ça il y a une bonne dizaine d'années. Et j'ai commencé à les relire parce que je les avais un peu perdus de vue. Ils recommencent d'ailleurs à être beaucoup cités dans la presse américaine. Bien évidemment dans la presse libre et dans la presse citoyenne, comme Redacted, qui est une des chaînes que je suis en anglais. Et Gérald Celente, qui est un excellent analyste, qui avait prédit beaucoup des faits, des événements qui ont survenu, est devenu une de mes nouvelles sources. Donc pour préparer les octogones, j'utilise déjà 24 heures sur la planète, le service de dépêche 24 heures sur la planète de chez Ante Certamen. Pareil, c'est pas une sponsor, c'est moi qui les paye, je suis client, c'est tout. Je suis très content de ce qu'ils font. Mais à aucun moment je touche de l'argent d'eux pour vous parler d'eux, mais c'est une des sources que j'utilise pour centraliser les dépêches. 24 heures sur la planète de Ante Certamen et donc maintenant Trends Journal de Gérald Celente, évidemment c'est en anglais. Pourquoi j'ouvre là-dessus ? Parce que, en effet, des événements qu'il avait prédits sont en train vraiment de survenir. On a bien sûr l'or qui atteint son plus haut historique, donc 21 000 centaines, enfin 2100, donc $2100 l'once, autour bientôt de $70 000 le kilo. C'est le plus haut historique pour l'or, en dollars évidemment. Et ça avait été prédit par Gérald Celente avec une analyse sous-jacente qui est tout à fait intéressante. En particulier, le contexte. Alors, Celente avait analysé ça en disant vous aviez d'abord le New World Disorder, le nouveau désordre mondial, les gilets jaunes, les manifestations un peu partout, les Hirak en Algérie. Et puis, il y a eu le Covid, et là, d'un coup, tout le monde a dû rentrer chez lui. On pouvait plus manifester. Le Covid a tué les gilets jaunes, hein. Il a tué beaucoup plus de gilets jaunes, d'ailleurs, sur le plan politique que quoi que ce soit d'autre, puisque je vous rappelle que l'époque Covid a été une époque bénie où la grippe n'existait plus, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a quasiment pas eu de mort de grippe en 2019 et 2020. C'est étrange. Eh bien, après ce nouveau désordre mondial, on a eu des faillites d'entreprises en cascade. Là, en France, c'est une catastrophe. Et puis, on a eu bien sûr la perte du rendement de l'immobilier de bureau. Ça, c'est un point très important. La perte de rendement de l'immobilier de bureau, ça fait que tout un tas de banques sont en train d'être prises à la gorge parce qu'elles avaient investi dans de l'immobilier de bureau qui d'habitude était une vraie rente. Et aujourd'hui, post-Covid, post les confinements, beaucoup d'employés de bureau qui sont dans un petit cubicole tout serré n'ont pas envie de faire 1h30 de transport en commun pour aller dans un bureau chiant, et ils se sont bien rendus compte qu'ils pouvaient travailler à distance. Si vous ajoutez à ça la pression migratoire, esclavage moderne, hein, je crois qu'il faut être très clair. Là, je vais vraiment prendre une analyse purement marxiste. Vous êtes sur l'esclavage moderne en ce sens que oui, c'est évidemment authentique. Un serf au Moyen-Âge avait une plus grande jouissance de ses jours, pouvait disposer de davantage de ses jours dans son espérance de vie bien sûr, que aujourd'hui un salarié. Un salarié aujourd'hui doit donner plus de temps à l'organisation qui l'embauche qu'un serf ne devait en donner à son seigneur au Moyen-Âge. C'est absolument fascinant. Alors certes, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les économies d'échelle externalisées, c'est-à-dire que la technologie a augmenté. C'est tout à fait exact de dire qu'on a accès à une meilleure médecine de très loin que celle à laquelle avait accès, par exemple, Louis XIV. Ça, ce sont d'énormes avantages, mais en tout cas, sur le plan de la mise à disposition de la personne physique, aujourd'hui, un salarié doit mettre à disposition de son supérieur, sa personne physique, davantage en termes de jours dans sa vie totale qu'un serf au Moyen-Âge. Et évidemment, quand vous ramenez en plus de la main-d'œuvre pas chère de pays où les minima sociaux sont inexistants, vous pouvez évidemment enchérir les salaires à la baisse. Tout ça pour rappeler que vous pouvez pas être marxiste et pro ultra-immigration totale. C'est pas possible. Georges Marchais l'avait rappelé et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, dans ce contexte, télétravail plus pression migratoire massive, comment voulez-vous que l'immobilier de bureau soit rentable ? Ça tombe bien, il ne l'est plus. Et les tours de la Défense aujourd'hui sont largement inoccupées. Vous avez autour de 1/4 de taux d'inoccupation à New York pour l'immobilier de bureau, qui était évidemment un des grands secteurs de rapport, hein, ce qu'on appelle un immeuble de rapport. Bien sûr, c'est pour du résidentiel d'habitude, mais c'était un immeuble de rapport aussi pour les bureaux. Ça, c'est un secteur de rapport qui est en train de disparaître et qui fout une pression colossale sur les banques, ce qui fait qu'on peut avoir de nouvelles séries de faillites bancaires. On avait eu la Silicon Valley Bank, etc.
Bien sûr, il y aura encore de l'injection de liquidité, mais jusqu'à quand? C'est l'analyse de Gérald Celente. Donc je voulais ouvrir là-dessus, l'or qui atteint son ATH et donc bientôt 70 000 $ le kilo. Je vous rappelle juste que aujourd'hui donc à 21 fois 100, 2100 dollars l'once, c'était quand même 35 $ l'once quand l'or a été confisqué par Roosevelt, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale, quand Roosevelt a passé une ordonnance, un executive order, hein, sans passer par le Congrès bien sûr, qui obligeait tous les Américains à restituer leur or sous peine de prison. On était à 35, donc on était dans les années 30, hein, début années 30. On était à 35 $ de l'once. Aujourd'hui, on est à 2100. Donc ça, c'est un premier point. Autre info sur laquelle j'ai voulu revenir rapidement, on a Candace Owen. Alors Candace Owen, c'est une grande éditorialiste conservatrice américaine, donc centre droit, pro-valeurs familiales, etc. C'est une femme et elle est noire, donc beaucoup de woke l'ont détestée pour ça, en mode un peu trahison de classe selon eux. Mais c'est une personnalité extraordinairement suivie. Elle est très écoutée parce que jeune femme noire, très intelligente et qui s'exprime extraordinairement bien sur le plan éditorial, pas seulement dans la vie. Donc elle est très suivie. C'est des millions d'abonnés sur Twitter, des millions d'abonnés sur YouTube. Et Candace Owen, qui est non seulement suivie par beaucoup de gens, mais aussi par beaucoup de politiciens, c'est là que je voulais en venir, vient tranquillement d'annoncer, d'ouvrir sa dernière revue de presse sur sa chaîne YouTube, sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, en toute simplicité. Alors, je vous rappelle, hein, la grande règle, quand on vous dit que c'est une théorie du complot, ça veut dire qu'il faut investiguer. On vous avait dit que le portable d'Hunter Biden était une théorie du complot, donc il fallait investiguer, parce que ça s'est avéré exact, mais tous les terroristes intellectuels ont d'abord essayé de faire un barrage, exactement comme dans une manif, hein, un gros barrage avec des lacrymos, c'est-à-dire character assassination, name and shame, des attaques personnelles, pour faire en sorte que toutes les personnes qui défendaient l'existence de ce fameux portable de l'enfer de Hunter Biden soient étiquetées des pires noms d'oiseaux possibles. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que ça ne fait plus peur à la presse citoyenne, même au contraire, c'est un acte de gloire, c'est une médaille aujourd'hui d'être attaqué par les terroristes intellectuels. Pour le portable de Biden, c'était exact, donc ça a été appelé théorie du complot. Pour le fait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, c'était exact, donc ça a été appelé théorie du complot. Et bien entendu, pour la corruption en Ukraine, pour l'affaire Burisma, pour les bases de la CIA, c'était exact, donc ça a été appelé théorie du complot. Vous vous rappelez du principe. Eh bien, on ne peut que constater que l'affaire Jean-Michel Trogneux a été appelée théorie du complot. À partir de là, c'est pas parce que c'est appelé théorie du complot que c'est forcément vrai. Mais ça mérite d'être investigué. Et honnêtement, je n'ai pas investigué personnellement cette affaire, donc je ne vais certainement pas vous dire si je pense qu'elle est vraie ou pas. Cependant, je pense qu'elle mérite d'être investiguée. Et Candace Owen, qui est une éditorialiste de renom, très suivie même par les médias mainstream aux États-Unis et par beaucoup de politiciens, vient en toute sérénité d'ouvrir sa dernière revue de presse sur l'affaire Jean-Michel Trogneux, qui accuse ni plus ni moins le couple Macron d'être un couple transsexuel, en tout cas donc Brigitte Macron d'être en réalité transsexuelle sous le nom de Jean-Michel Trogneux. C'était une affaire rocambolesque. Certains avaient dit que les services algériens en avaient des preuves puisque ce Jean-Michel Trogneux en question aurait vécu en Algérie pendant un certain nombre d'années, y compris après l'indépendance, ce qui fait que c'eût été les services algériens qui auraient eu sa fiche. Bon, je savais que ces rumeurs circulaient, mais j'avais jamais considéré qu'il était important de vous en parler jusqu'à ce que des gens aussi importants que Candace Owen le fassent. Je vais vraiment insister sur le fait que je vous donne absolument pas de direction dans cette affaire, autre que faites vos propres recherches. Ma religion n'est pas faite sur cette affaire, religion étant une expression hein, pour les bas du fond. Mais en tout cas, je constate que les Américains l'investiguent aujourd'hui et la prennent de plus en plus au sérieux. Elle devrait être un sujet dans la presse. Elle ne l'est pas en France, mais bon, c'est parce que, évidemment, le journalisme de grand chemin n'est pas du tout du vrai journalisme. On le voit aujourd'hui, c'est du journalisme de contrefaçon. Eh bien, Candace Owen a ouvert là-dessus. Je voulais le signaler. Maintenant, faites-vous votre propre opinion à l'aune de ce que vous avez pu voir sur les derniers cas de terrorisme intellectuel massif. Et puis, posez-vous la question de savoir pourquoi une immense éditorialiste américaine, j'insiste, Candace Owen, c'est du niveau c'est du niveau des plus grands journalistes libres, y compris donc Tucker Carlson, voilà, c'est le nom que je cherchais, qui a interviewé Poutine. Candace Owen est comparée régulièrement à Tucker Carlson. C'est quelqu'un d'extraordinairement sérieux. Donc pour qu'elle ouvre sa revue de presse là-dessus, elle doit savoir des choses que j'ignore. Et si vous n'avez pas de problème avec la compréhension de l'anglais, je vous encourage à aller suivre Candace Owen et à suivre cette affaire Jean-Michel Trogneux.
Ok, maintenant, la couverture, la première page de cet octogone, Poutine met en garde contre une menace réelle de guerre nucléaire. Vous avez vu que la rhétorique sur la question nucléaire n'a fait que monter, surtout en Extrême-Occident. On a eu des dingueries, des choses qui seraient normalement des sujets de, bien entendu, de destitution. Je vous rappelle ce courageux aviateur français qui traversait la France avec une banderole destitution, Macron destitution. Les sujets de destitution qui sont prévus dans la Constitution française portent notamment sur la haute trahison, qui était envisageable sur l'affaire Alstom, la revente de grands biens nationaux et la facilitation de revente d'actifs, donc comme Alstom, comme Latécoère, comme Gemalto, etc. On a eu Valourec aussi, qui était le champion mondial des tubes sans soudure, notamment pour les plateformes pétrolières. Et le fait de brader de grands actifs nationaux, rien que ça devait être un sujet de destitution. Mais maintenant, on a d'autres sujets qui sont d'ordre militaire. À savoir, dans quelle mesure un président qui prête serment devant la Constitution et de défendre la Constitution peut envisager de déclarer qu'il veut donner le siège, ou en tout cas partager le siège au Conseil de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU que détient la France, parce que la France, grâce au grand Charles de Gaulle, a été dans le camp des gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Étant dans ce camp, elle a pu obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ça, c'est le génie du grand Charles. Et le génie du grand Charles était aussi le Conseil national de la résistance. Tout l'héritage de Charles de Gaulle est en train d'être détruit aujourd'hui. Et parmi ce génie, il y avait donc le fait que la France fût une puissance nucléaire. Or là, on a Emmanuel Macron qui parle sans problème de partager la bombe nucléaire avec les Allemands et de partager le siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, là aussi, je vais quand même essayer d'être positif. C'est-à-dire que oui, ça parle de menaces nucléaires. Alors, je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, je vous rappelle bien sûr que la chaîne est shadowban. Vraiment, toutes les statistiques le démontrent maintenant, c'est sans l'ombre d'un doute. Ma chaîne YouTube est shadowban parce que Google a reçu des instructions de casser les vidéos quand elles commencent à décoller, en particulier quand elles montent au-dessus de la moyenne, ce qui était le cas de la dernière vidéo. Boum, plafond de verre, on arrête tout, plus de recommandations, on les fait plus circuler. C'était le cas avec la vidéo Raoult qui avait été censurée, c'était le cas avec la vidéo avec Carl Zero qui a été censurée aussi. Dès que ça commence à monter, poum, on la casse en deux pour pas qu'elle soit virale. C'est ce niveau de panique qu'ont atteint aujourd'hui les médias de grand chemin sur ces vidéos. Je peux rien y faire, sauf constater leur niveau de panique, c'est tant pis pour eux. Eh bien, je veux quand même donc être positif. Et on parle de guerre nucléaire, mais dans cette précédente vidéo qui a été shadowbannée, je vous disais, c'est peut-être de la rhétorique. C'est l'avis de Philippe Béchade qui vous dit, en fait, ça va être pour créer une crise, pour pouvoir faire passer la pilule. Vous savez, c'est un peu comme le mauvais élève qui rentre chez lui, qui dit à ses parents, j'ai des mauvaises nouvelles, alors j'ai ma copine a le sida, elle se drogue, elle va peut-être faire de la prison, mais je l'attendrai. J'ai oublié, elle est enceinte. Et puis j'ai eu 5 sur 20 en maths. Et après, évidemment, le mauvais élève dit à ses parents, non, mais c'est pas vrai, j'ai pas de copine en prison, elle est pas enceinte, elle se drogue pas, je vais pas rester avec elle, évidemment, vu que j'ai pas cette copine. Par contre, j'ai bien eu 5 sur 20 en maths. Voilà. Puis, comparé à une copine toxicomane en prison et enceinte, les 5 sur 20 en maths, ça passe. Là, c'est pareil. En termes de communication politique, vous annoncez d'abord, c'est la guerre nucléaire. Poutine va, comme d'habitude, les chars soviétiques qui vont rouleau compressé l'Europe. Et donc, il faut se mobiliser. Et puis, au fond, non, mais vous inquiétez pas. La troisième guerre mondiale et la guerre nucléaire peut être évitée moyennant plus d'impôts, plus de confiscation de libertés publiques, plus de confiscation de services publics et d'actifs nationaux, et moyennant ce petit sacrifice dont vous aurez bien compris qu'il est à la hauteur de votre courage. Puis ceux qui sont contre ce sacrifice, ce sont des traîtres, ça va de soi. Comme les gens qui étaient contre la Pfizer Love Potion étaient des anti-sciences, vous aurez exactement comme sous Pétain, des gens qui seront contre cette dictature et ce totalitarisme et cette bouffée fasciste qui aujourd'hui envahit l'extrême-occident et l'Europe en particulier, seront des anti-France. Ce sera aussi simple que cela. Du coup, on pourrait faire passer toutes ces restrictions de liberté. Mais je continue à penser qu'il est tout à fait probable aussi que certains grands eugénistes malthusiens, pour la dépopulation mondiale, se disent non, ce serait cool quand même d'avoir une bonne guerre parce que démographiquement, ça nous arrangerait tous. Je sais qu'il y a des tarés qui pensent comme ça. Est-ce que ces tarés ont le pouvoir? C'est un autre sujet. Maintenant,
En cas d'escalade nucléaire, on peut toujours compter aussi sur l'héroïsme individuel. Rappelez-vous dans le cas russe, Vassili Arkhipov et Vladimir Petrov, les 2 grands héros qui ont refusé d'appuyer sur le bouton ou de transmettre un ordre qui aurait été susceptible d'appuyer sur le bouton. Arkhipov, c'est ce héros qui, dans un sous-marin équipé d'armes nucléaires pendant la crise des missiles de Cuba, n'étant pas en contact radio avec la Russie pour rester discret, pour ne pas se faire repérer par les Américains, ce sous-marin détecte qu'il est entouré de vaisseaux américains, se dit que c'est la bonne et qu'il doit envoyer une torpille nucléaire, ce qui déclencherait une escalade parce qu'une arme nucléaire tactique, en l'occurrence une torpille nucléaire est une arme nucléaire tactique, ça reste d'un point de vue médiatique une arme nucléaire et donc ça peut provoquer une escalade et à l'époque ça l'aurait provoqué. Les 2 officiers, enfin le premier officier et le commissaire politique, à l'époque vous aviez 2 officiers qui avaient le droit de déclencher le feu nucléaire dans un sous-marin russe et un commissaire politique pour les surveiller. Le premier officier et le commissaire politique étaient pour, et Arkhipov a dit non. En son âme et conscience, il a dit non. Alors pour la petite histoire, il était aussi rescapé d'un accident nucléaire personnellement, il avait été exposé à des radiations et il avait survécu. Arkhipov a dit non, il a sauvé le monde. Petrov, c'était un autre cas. C'était à une époque où on avait des radiations solaires dans la haute atmosphère qui avaient trompé les systèmes de détection anticipée des Russes. Et ces radiations solaires donc avaient fait croire à un système d'alerte russe que un lancement de missiles avait eu lieu. Mais il y en avait peu. C'était, je sais pas, moins d'une vingtaine de missiles qui étaient détectés dans les radars. Et Petrov, qui était colonel, a pris sur lui de ne pas informer le Kremlin alors qu'il aurait dû. Et ça a cassé sa carrière parce qu'on l'a considéré comme non fiable, alors qu'en effet, ces faux missiles qui apparaissaient sur ces radars étaient dus à du rayonnement solaire dans la haute atmosphère qui n'avait pas été prévu par la machine. Et lui, en utilisant sa conscience et son intelligence, a bien sûr déduit que si jamais une puissance voulait attaquer la Russie, elle n'attaquerait pas avec moins de 20 têtes nucléaires ou moins de 20 ogives. Et du coup, il a pris sur lui d'assumer que c'était une erreur, avec toutes les conséquences sur sa carrière, et puis toutes les conséquences aussi s'il avait tort. Vous pouvez vous dire oui, c'est logique, mais tout de même, quand vous êtes devant l'écran et que vous devez attendre 5 bonnes minutes, de voir si vous avez raison, et que si vous avez tort, vous êtes vaporisé sur place, et tous les gens que vous aimez dans un rayon de 60 km, faut quand même être relativement courageux, avoir un sang-froid digne des Russes de l'époque. Eh bien, il a eu raison, donc on voit le facteur humain. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'enseignais souvent à mes élèves que quand j'enseignais la géopolitique à Centrale, en particulier la néopolitique, la géopolitique de la connaissance, que des aspects technologiques ou des aspects qui sont des signes noirs ou qui sont des effets papillons, comme le rayonnement solaire dans la haute atmosphère, peut avoir des conséquences géopolitiques. J'ai été assez frappé de voir que certains géopoliticiens amateurs savaient même pas ça. J'avais vu dernièrement sur les discussions, par exemple, comment l'activité solaire peut avoir un rôle majeur dans la géopolitique mondiale, et c'est connu, évidemment, de tous les néopolitologues, parce que c'est le cœur du métier en néopolitologie. Je veux dire, c'est savoir qu'on a des événements technologiques qui peuvent radicalement changer la donne dans le rapport de force entre nations. J'ai vu des amateurs qui savaient pas ça, mais c'est très important de rappeler en fait que oui, on est dans une période de très forte activité solaire aujourd'hui, et que ce genre de tension technologique sur les réseaux, sur les câbles sous-marins, sur les satellites, sur les systèmes de prévention anticipée, de early warning, etc., peuvent accélérer en effet l'escalade nucléaire. Parce que quand vous êtes dans une situation où différentes parties nucléaires ne sont évidemment plus confiantes et sont à 2 doigts de l'escalade totale, eh bien, de la même façon que si un gamin jette un pétard quand vous avez des gens qui sont à 2 doigts de dégainer, typiquement dans l'incident de Sigonella en Sicile, où vous aviez des Navy Seals et puis l'armée italienne qui était à 2 doigts d'ouvrir le feu l'une contre l'autre, si un gosse avait jeté un pétard ou si des coups de canon avaient explosé au loin, ça aurait même pu venir de Malte, qui adore faire péter des trucs en l'air pour rien. Enfin, c'est pas pour rien, c'est pour éloigner les démons quand ils sortent la statue des saints les week-ends. Histoire vraie. Eh bien, un simple pétard aurait pu faire déclencher une fusillade à Sigonella. Et ben là, vous avez un contexte pétaradant du point de vue solaire, puisque les tempêtes solaires et l'activité solaire sont à un plus haut historique depuis des décennies. Et évidemment, avoir d'un côté une tension nucléaire majeure et de l'autre, un plus haut historique sur l'activité solaire, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui est à prendre au sérieux par n'importe quel néopolitologue, géopolitologue de la connaissance. Et bon, les amateurs, on ne pourra pas les empêcher de ne pas comprendre de quoi ils parlent, mais là, fondamentalement, il faut comprendre, et je suis bien sûr là pour vous informer loyalement de cette situation.
ce mélange étrange de très forte activité solaire et d'escalade nucléaire majeure rhétorique, mais aussi logistique, est à prendre au sérieux, mais pour souligner l'aspect positif, il ne faut pas sous-estimer le courage individuel et la raison individuelle. De la même façon que Vassili Arkhipov et Stanislav, je crois que c'était Stanislav Petrov, pas Vladimir, Stanislav Petrov, avaient pris eux-mêmes, en leur âme et conscience, la décision de ne pas déclencher le feu nucléaire, on a ce genre de grands humains, grandes âmes qui nous protègent, et je ne peux que le souligner. Alors, lisons un peu la dépêche quand même sur ce délire qui a eu lieu, parce que c'est vraiment une bouffée délirante. Lundi, Emmanuel Macron avait estimé que l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne devait pas être exclu à l'avenir, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol. Bon, ce qui, comme vous le savez, est faux, puisqu'on a déjà des officiers de renseignement français qui ont été abattus par des frappes russes en Ukraine. Mais qu'en dynamique, rien ne devait être exclu. Bon, ça veut dire une hausse du cran de rhétorique pro-nucléaire. Le porte-parole du Kremlin a prévenu qu'envoyer des troupes en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, tu m'étonnes. Répondant aux propos du président français, ce n'est absolument pas dans l'intérêt de ces pays, ils doivent en être conscients, a déclaré Dmitri Peskov, à des journalistes jugeant que le simple fait d'évoquer cette possibilité constituait, il a raison, un nouvel élément très important dans le conflit. Le Kremlin a toutefois noté qu'il n'y avait pas de consensus sur le sujet chez les Occidentaux. Interrogé sur le risque d'un conflit direct entre l'OTAN et la Russie, en cas de présence militaire en Ukraine, Dmitri Peskov a répondu que dans ce cas, nous ne devrions pas parler de probabilité, mais d'inévitabilité. Vladimir Poutine, dans son discours à la nation, dans lequel il définit les priorités de la Russie, a averti les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine. Alors, quelques citations. Malgré la controverse suscitée par ses propos jusqu'aux alliés de la France, Emmanuel Macron a quant à lui assuré jeudi que chacun de ses mots sur l'Ukraine était pesé et mesuré. Dans son allocution, le maître du Kremlin a aussi vanté la flexibilité et la résistance de l'économie russe, ce qui est exact, 3,5% de croissance alors que la France est en récession, qui malgré une pluie de sanctions occidentales se maintient et s'est tourné vers l'Asie et l'effort de guerre. Il s'en est aussi pris aux actuelles autorités américaines, les accusant de vouloir montrer qu'elles dirigent le monde comme avant. Oui, c'est effectivement le cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fossé se creuse entre Macron et Scholz, parce que pendant que Macron sort ses conneries et décrédibilise encore plus la parole de la France à l'international, eh bien, on a Olaf Scholz qui dit non. Dépêche suivante, aucun soldat d'Europe ou de l'OTAN en Ukraine, affirme Scholz. Le chancelier allemand Scholz a affirmé qu'aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN, rejetant cette éventualité évoquée la veille par le président français Emmanuel Macron. Donc vous voyez le recadrage. C'est-à-dire c'est le niveau de crédibilité qu'on a maintenant. D'un côté, on déclare qu'on veut partager notre siège avec les Allemands, qui ne l'ont jamais mérité, de près ou de loin. De l'autre, on déclare qu'on veut partager notre bouton nucléaire qui nous coûte, c'est nous qui le finançons, aussi bien en matière de recherche et développement que de coûts d'entretien, de fonctionnement et d'amélioration. Parce que si la France développe enfin des lanceurs à MHD et commence à les mettre au point, mais après avoir traité Jean-Pierre Petit comme un idiot ou un doux rêveur, alors qu'il avait raison sur toute la ligne, eh bien, c'est à nous que ça coûte, tout cela. C'est pas aux Allemands. Donc, leur dire on vous partage ça, mais c'est nous qui payons, ça veut dire on invite l'Allemagne au restaurant, tout simplement, alors qu'elle n'a rien fait de près ou de loin pour le mériter. Sans parler du fait qu'elle voulait aussi phagocyter les technologies du Rafale. Dassault l'a empêché, mais jusqu'à quand? Donc, d'une part, j'ai vraiment l'impression que on a l'effet de ce qu'on appelle un simp, c'est-à-dire un pauvre garçon pas sûr de lui, typiquement les abonnés d'OnlyFans, qui sont prêts à tout donner à une fan qui va les traiter, à une fille, mais qui va les traiter comme des moins que rien et qui va être content de prendre leur argent. Eh bien, Macron simp sur l'Allemagne. Vraiment, c'est un simp. Et ça, c'est catastrophique d'avoir un chef de l'État qui est un simp, en fait. Parce que il vous dit d'un côté, je suis prêt à tout pour l'Allemagne, lui donner notre bouton nucléaire, lui donner notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité et éventuellement envisager une armée franco-allemande. Et en face, se faire recadrer comme un cocu, en fait, par Olaf Scholz qui dit non, bon, il est mignon, le mec de Paris, mais quand même, nous, on est un peu plus sérieux. Et on a dit que non, je lis la dépêche, aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine par des pays de l'Europe ou de l'OTAN.
Monsieur Scholz a jugé lors d'une conférence de presse que ce qui a été décidé entre nous dès le début continue à être valide pour l'avenir, à savoir qu'il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Il est important de toujours s'assurer de cela, a-t-il ajouté à Fribourg, en Brisgau, en estimant qu'il y avait une très grande unanimité sur cette question. Donc, on est vraiment sur le désaveu total. Les médias devraient en parler s'ils étaient de vrais journalistes. Si les médias de grand chemin en France avaient encore de vrais journalistes authentiques, mais ils devraient dire c'est scandaleux. D'un côté, un président qui participe de l'escalade nucléaire en disant officiellement en conférence de presse qu'il envisage la possibilité d'envoyer des troupes françaises, sans passer par le Parlement bien sûr, et sans consulter les Français qui sont souverains dans leur pays normalement, directement en Ukraine. Et de l'autre, président allemand qui dit « mais t'es pas dingue ? La deuxième puissance ou première puissance maintenant nucléaire au monde, t'es pas complètement jeté dans ta tête ?» Donc, c'est ridiculiser la diplomatie française, sa crédibilité militaire, et puis tous les principes fondamentaux, les principes les plus élémentaires de la dissuasion nucléaire, à savoir, on ne part pas au corps à corps avec une puissance nucléaire, même quand on en est une soi-même. Même l'Inde et le Pakistan savent ça, alors qu'ils ont eu plusieurs conflits de basse intensité. Alors, justement, ça s'est enchaîné avec les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine, déclare la Maison-Blanche. Donc, vous voyez, le désaveu est complet. Ce que je peux juste noter, c'est que, comme d'habitude, mais tant mieux pour moi, les médias de grand chemin ne font pas leur travail. Donc, tant mieux pour nous autres, les journalistes citoyens, parce que on fait le boulot et on vous dit, ça, c'est scandaleux et c'est catastrophique ce que Macron a fait, parce que c'est complètement anti-professionnel. Ça décrédibilise tous les excellents fonctionnaires qui travaillent aussi bien à la défense qu'en diplomatie. Déjà que Macron avait liquidé la diplomatie française, mais là maintenant, on a aussi la défense française qui est liquidée. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec 80 000 soldats d'actifs, 80 000 personnels d'actifs, la France peut tenir un conflit de haute intensité une semaine. Max, une semaine, sur un front de 200 km max. En cas de vrai conflit ouvert de haute intensité sans les armes nucléaires, mais de haute intensité. On envoie des demi-brigades, comme en Ukraine, en fait. Eh bien, la France peut tenir une semaine. Bon, et dans ce contexte-là, vous dites, oui, pas de problème, on va envoyer des soldats en Ukraine. C'est de la rhétorique électorale délirante, ça satisfait le parisianisme, vous savez, tous ces lâches qui ont envie de se sentir courageux, qui se disent que c'est quand même une meilleure affaire que de coller un drapeau ukrainien à son profil plutôt que de faire la guerre. Hein. Donc on le voit bien, toutes ces déclarations dernièrement, de personnes qui disent qu'ils iraient volontiers à la guerre, puis d'autres qui disent non, mais quand même, je suis plus efficace avec un clavier qu'une mitraillette, merci beaucoup. Mais tous ces Parisiens qui s'inventent une vie, en fait, évidemment, eux, ça les flatte. Donc quand Macron fait ça, eux, ils sont présents à ces conférences de presse, puisqu'ils font partie de la cour. C'est le phénomène Versailles. Et donc, quand cette cour assiste à une conférence de presse de Macron, elle a un frisson dans le dos. Quand elle entend Macron qui dit « nous allons envoyer des troupes au sol », elle prend son pied. Et c'est incroyable de voir qu'on peut jouer le destin d'un pays, qu'on peut jouer l'intérêt national, qu'on peut jouer la souveraineté du peuple français, juste pour donner un frisson à des bourgeois parisiens décadents. C'est fascinant, mais c'est hélas très triste. Et sur le plan diagnostic, c'est grave. Sur le plan de la folie collective, sur le plan on pourrait parler de dérive sectaire, parce que c'en est une. C'est gravissime, parce qu'on perd toute rationalité. Vous savez, l'un des premiers principes dans les dérives sectaires, c'est qu'on essaie d'amputer la rationalité des gens. On leur enlève leur esprit critique. On leur dit ne critiquez pas. Si Macron dit ça, c'est que c'est vrai. En parlant de quoi, vous avez eu, il a été mis en place le CDPR. Alors c'est la cellule, c'est contre-discours républicain. Voilà, CDR, le contre-discours républicain. Donc il y a une officine qui a été mise en place avec l'argent public pour faire du name and shame sur tous les médias indépendants qui contrediraient le discours macroniste. C'est fabuleux. C'est en dehors de tout cadre légal du point de vue de l'enquête, puisque si vous avez l'État qui met des moyens pour cibler des personnes et les sanctionner, puisque c'est une sanction, hein, un contre-discours républicain, c'est du name and shame, c'est une attaque personnelle ciblée, sans passer par un juge, sans passer par un procureur, sans passer par une ouverture d'enquête, vous avez une officine qui dépend directement de la place Beauvau. C'est très grave, hein, c'est la séparation des pouvoirs, hein,
Vous avez une officine qui dépend directement de la place Beauvau, qui s'appelle le Contre-discours républicain, et qui fait du naming and shaming sur des personnes physiques ou morales, dès qu'elles s'opposent au discours officiel de Macron, puis typiquement à la position de la Macronie sur la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Bon, j'espère que l'unité de contre-discours républicain va attaquer la Maison-Blanche, puisque apparemment la Maison-Blanche n'est pas très républicaine, puisqu'elle vient de mettre un gros tacle à Macron en disant non, nous n'enverrons pas de soldats combattre en Ukraine. Pourquoi du côté de la Maison-Blanche? Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation, c'est Israël, évidemment. Et le temps que les Israéliens se réveillent et se rendent compte qu'ils se sont fait mais complètement baiser émotionnellement, c'est typiquement, vous savez, l'arnaque émotionnelle. On vous met dans un état émotionnel tellement incontrôlable qu'on peut tout faire passer, et Netanyahou a tout fait passer. Même Sharon, qui était quand même, j'insiste, un faucon, mais peut-être le plus faucon devant Begin. Sharon, quand même, on n'est pas dans le gars qui se préoccupe de la paix. Mais même Sharon n'aurait pas fait le quart de ce qu'a fait Netanyahou et ce qu'il a imposé aux Israéliens en les mettant dans un état de sidération émotionnelle totale et prémédité du point de vue des éléments de langage. Vraiment, c'était prémédité. Enfin, les éléments de langage avaient été préparés. Il attendait un événement de cette nature. De toute façon, c'est pas très, créatif que de se dire qu'au Moyen-Orient, il y aura des événements de cette nature. Surtout quand on est un vieux briscard de la politique comme Netanyahou, qu'on en a vu d'autres, on se dit, dès qu'il y en a un qui pop, on a tous les éléments de langage qui sont prêts pour faire une OPA sur l'opinion publique israélienne et leur faire accepter ce qu'on veut, même les trucs les plus what the fuck du point de vue géopolitique, qui normalement, du point de vue strict de la théorie des jeux, auraient été les pires conneries possibles, on peut le faire passer et il l'a fait passer. Même si on voit de plus en plus d'Israéliens dans les rues qui se rendent bien compte qu'ils se sont fait baiser, mais pour l'instant, c'est pas la masse critique. Mais n'empêche qu'il y en a. Des Israéliens qui ont compris qu'ils s'étaient fait complètement avoir par cette sidération émotionnelle et cette pression des pairs. Faut savoir que ça se calcule, hein, ça se modélise. On sait, et Facebook l'avait fait, hein, donc typiquement, ces grands travaux sur la contagion émotionnelle que Facebook avait fait avec Cambridge Analytica, où ils avaient manipulé les nouvelles des pages Facebook de certains abonnés pour voir comment la contagion se faisait, comment la pression des pairs s'exerçait. Et ça, c'est très connu dans le contrôle des foules. Et clairement, les cabinets de conseil qui avaient conseillé Netanyahou avaient compris comment Netanyahou pourrait s'emparer de l'opinion publique israélienne pour lui faire faire les pires conneries qui ont les conséquences qu'on sait aujourd'hui à la Cour internationale de justice, mais pas que, qui ont les conséquences qu'on sait aujourd'hui sur les intérêts nationaux bien sentis des différents pays du Moyen-Orient. Mais je pense que le réveil est vraiment en train d'arriver et qui va être une opportunité de paix majeure. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi donc les États-Unis taclent Macron? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire... De toute façon, faire passer les crédits ukrainiens, c'est mort. Ça, ils savent que c'est mort. Donc maintenant, le seul truc qu'ils veulent faire passer, c'est les crédits pour Israël. Et ça, c'est déjà limite. C'est déjà très limite, parce qu'il y a un vrai débat aux États-Unis, malgré tout. Et donc, si en plus, ils mettent dans la balance au Congrès, allez, on va rajouter 40 milliards pour l'Ukraine, les républicains, ils vont dire niet, instantanément. Et ça, les politiciens américains le savent. Alors, du coup, ce qui est fascinant, c'est de voir le manque total de vision politique de la Macronie. Parce que n'importe quel politologue aurait dû s'en rendre compte de ça. Par exemple, c'est au moment où Victoria Nuland, une des pires néocons américaines, un des pires faucons, Victoria Nuland, démissionne, se fait virer concrètement, hein, c'est à la propre, mais se fait virer. C'est elle qui avait co-réalisé, dirigé le coup d'État en Ukraine en 2014. Oui, c'était un coup d'État. Ah, c'était une théorie du complot. Là, c'est aujourd'hui démontré. Qu'auraient fait les États-Unis si le Mexique avait eu 14 bases du SVR? Expliquez-moi. Que fera la Russie si elle apprend que l'Ukraine a 14 bases de la CIA sur son sol? En 2014, le chef de l'État pro-russe a été débarqué par un coup d'État organisé et sponsorisé par la CIA, et Victoria Nuland était aux manettes. Elle avait même dit à l'époque, on s'en rappelle, « Fuck the EU ». On encule l'Europe, on encule l'Union européenne, en toute simplicité. Et elle qui était le fer de lance de ce programme de guerre en Ukraine, qui, je le rappelle, d'après Scott Ritter et d'après le colonel McGregor aux États-Unis, d'après l'analyse des cimetières et des nécrologies dans la presse, a fait plus de 500 000 morts, pas morts et blessés.
Et là, c'est toujours important de se rappeler que vous avez de la désinformation, du damage control. On disait que c'était 500 000. Au début, on a dit c'est 500 000 morts et blessés des deux côtés. Ensuite, on a dit c'est 500 000 morts et blessés côté ukrainien. Donc, c'était pour le damage control. Et maintenant, on voit avec les analyses de nécrologie et les analyses donc des cimetières par satellite que c'est 500 000 morts au minimum, sans compter les blessés, côté ukrainien seulement. Donc, c'est une catastrophe absolument majeure. Sans parler du fait que là, les Russes ne peuvent plus perdre cette guerre. On a atteint le niveau, certes. Beaucoup nous disent, mais regardez, les Russes continuent à avoir des pertes. Attendez, et ça, Scott Ritter l'explique très bien. Le mois le plus sanglant pour l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'était le dernier mois de la guerre en Europe. Le dernier mois. Avril, mai, c'est le mois le plus sanglant pour l'armée américaine, alors qu'elle est aguerrie, qu'elle a survécu à la bataille des Ardennes, qu'elle a survécu à Overlord et à l'opération Cobra, et même à l'Italie. Et c'est le mois le plus meurtrier. Pourquoi ? Parce que vous aviez ce fanatisme totalitaire qui faisait que certains, y compris les Volkssturm, se battaient jusqu'au dernier. Et vous aviez un ennemi désespéré qui agissait de façon désespérée. Et bien ça, c'est ce que l'on voit aujourd'hui en Ukraine, dans certains cas. Donc ça ne veut pas dire que la guerre est finie. 43, c'est le moment où tout le monde sait, côté allié, que l'Allemagne est finie. En 43, tout le monde sait que l'Allemagne est finie. Mais bon, le débarquement en Italie va à peine avoir lieu. Le débarquement de Provence et de Normandie vont avoir lieu. Et il reste la bataille des Ardennes, il reste l'opération Market Garden, il reste la forêt de Hurtgen, il reste les pires opérations sur le sol allemand. Mais en 43, on sait que la guerre est perdue pour l'Allemagne. La guerre est perdue pour l'Ukraine aujourd'hui. Et il reste au moins 2 ans facile de cette guerre. Et ça va permettre aux médias de faire du damage control. Mais la réalité, c'est qu'ils vous ont vendu, comme d'habitude, un énorme mensonge. Un récit comme pour l'Irak, comme pour la Libye, comme pour la Syrie. Et aujourd'hui, les conséquences de tout cela sont dramatiques. Alors aux États-Unis, donc, ce désaveu de Macron, c'est vraiment... c'était prévisible. Et n'importe quel conseiller à l'Élysée aurait dû prévenir la Macronie qu'il fallait pas faire un discours en disant « oui, on envisage d'envoyer des troupes ». C'était complètement à contretemps de l'administration alliée qu'est l'administration Biden. Je veux bien croire que du temps de Trump, qui n'était pas en excellent terme avec Macron, et certains disent même que l'affaire Jean-Michel Trogneux, qui a été aujourd'hui sur laquelle insiste Candace Owen, vient justement des dossiers que Trump avait sur Macron. Et une des raisons pour lesquelles Trump est attaqué pour avoir gardé des dossiers confidentiels chez lui d'ailleurs. Et Candace Owen étant une proche de Trump qui est intervenue à plusieurs de ses meetings, cette fuite serait, d'après certaines sources informées, une demande de proches de Trump. Mais bon, que Macron veuille faire chier Trump, je le comprends. Et c'est de bonne guerre, c'est de la politique. Mais là, Macron est à contretemps de ses propres alliés qui sont Blinken et Biden. Et ça, c'est juste de l'incompétence. Ou des gens qui l'entourent, ou de lui-même. Alors, du coup, ça aussi c'est intéressant comme dépêche. Numéro 4, Zelensky juge impensable que Trump soit du côté de Poutine. C'est beau ça, hein. Quand on se rappelle combien les médias de grand chemin aux États-Unis ont dit que Trump était du côté de Poutine et qu'on voit que Zelensky aujourd'hui se comprend bien que Trump a la voie libre pour être élu président aux prochaines élections si les élections ne sont pas truquées, ne serait-ce que sur le plan médiatique. Je rappelle que les précédentes ont été truquées sur le plan médiatique puisque on a la preuve que le FBI est intervenu pour supprimer une nouvelle d'intérêt national, à savoir l'affaire du portable de Hunter Biden. Ça, c'est une influence illégale dans les élections au regard du droit américain. Donc, on peut dire que les élections ont été manipulées, ne serait-ce que sur le plan médiatique, sans même parler du décompte des votes. Le président ukrainien Zelensky assure ne pas comprendre, je cite, comment l'ancien président Donald Trump peut être du côté de la Russie dans une interview à la chaîne CNN. Je ne comprends pas comment Donald Trump peut être du côté Poutine, c'est impensable, dit-il. L'ancien président américain, grand favori pour remporter l'investiture de son parti en vue de l'élection de novembre, a poussé ses partisans au Congrès à bloquer une aide militaire américaine de 60 milliards de dollars pour Kiev. Alors, regardez la rhétorique. C'est pas le salaud, il est contre. Je comprends pas comment il pourrait. Je comprends pas. S'il est élu, je ferai avec. Hein, mais bon, j'aimerais qu'il soit pas élu. Mais s'il est élu, je ferai avec. C'est assez fascinant comme prise de position. De toute façon, clairement, il y a la Zelensky fatigue aujourd'hui.
on voit que le public américain en a marre. Il y a eu une période, drapeau bicolore, et cetera. Bon, évidemment, le bourgeois parisien standard, c'est quand même un cran au-dessus. Son niveau de suivisme est davantage remarquable. Il suffisait de le voir sous l'Occupation. Vraiment, c'est une sociologie très comparable. Et déjà pendant la Commune, hein, je veux dire, les Versaillais, pendant la Commune, Adolphe Thiers, c'était assez remarquable de voir qu'on avait toute une caste politique, Henri Guillemin l'analyse très très bien, qui était prête à collaborer. D'ailleurs, le mot collaborateur était utilisé par Bismarck dès cette époque, qui était prête à lâcher l'Alsace et la Moselle pourvu que l'ordre social soit maintenu à Paris, et qui était donc prêt à saboter l'intérêt national, à amputer le territoire français pour maintenir l'ordre social. Donc, ce même parisianisme qui se revendiquait d'ailleurs de centre-gauche, c'est fascinant, et qui déjà à l'époque était issu de l'école libre des sciences politiques, c'est merveilleux sur le plan sociologique, eh bien, se retrouve aujourd'hui. Et c'est le même qui est prêt à collaborer avec ce qui est dans l'air du temps, ce qui est présenté dans les médias, ce qu'on appelle aujourd'hui, en analyse des médias, la current thing, la chose courante. Eh ben, ok, eux autant vont rester indéfectibles au drapeau bicolore, enfin à la rhétorique, hein, pas aller sur le front ukrainien, etc., mais vont rester, auront ce temps de retard en fait que l'on voit dans la rhétorique de Macron, ce temps de retard, se dire oui, on est prêt à envoyer des troupes en Ukraine pendant que les Allemands et les Américains, qui vraisemblablement ont eu le mémo, disent non, non, en fait, arrête tes conneries, on n'est pas prêt du tout. Je trouve ça vraiment fascinant, ce contretemps et cet amateurisme.